Ouais, on continue cette matinale avec un léger retard pour notre Filandrine qui attendait depuis un petit moment dans le studio. Bonjour Finn, comment allez-vous? Bonjour Raphaël, je vais très bien, merci et vous? Mais écoutez, ça va bien. Je suis, grâce à l'énergie de Noël, on va dire de bonne humeur. Je suis plein d'espoir. Un espoir qui est nécessaire face, à la médiocrité, du théâtre poétique français, mais aussi de l'inquiétude, hein, de terribles événements qui arrivent à travers le monde. Il va y avoir différents points que j'aimerais développer. On a pu la parler rapidement avec Nicolas de ce qui s'est passé donc en Allemagne et comme je l'ai dit, on est face à un profil de suspect, d'un suspect qui est plutôt étrange, difficile à analyser, que ce soit par, les médias de grand chemin ou aussi, les analyses qu'on a pu voir sur la plateforme X qui ont amené Musk à faire donc un commentaire sur cette affaire, mais aussi sur le rôle à venir de l'AfD, en tout cas ce qu'il espère pour sauver les problèmes de l'Allemagne. On a parlé aussi de Thierry Breton. Quel est votre regard ou votre commentaire sur ce terrible attentat qui, comme je l'ai dit, a fait 200 blessés, 5 morts, 4 femmes et un enfant donc de 9 ans. Que pensez-vous de ce profil qui est désigné, comme les médias de grand chemin, les médias allemands, mais même les médias occidentaux, comme un islamophobe d'extrême droite? Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu bizarre quand même dans l'identité de cette personne. Je pense qu'il va falloir recevoir plus d'informations d'autres sources parce qu'il y a quelque chose réellement qui ne tourne pas rond dans cette description, étant donné aussi qu'apparemment c'était un médecin d'origine donc de saoudienne, mais néanmoins un médecin. Je pense qu'il faut peut-être attendre plus d'informations parce que ça a l'air un petit peu contradictoire. Le fait qu'il y ait un attentat en soi, malheureusement, ce n'est pas une nouvelle et c'est quelque chose qui est aussi attendu, étant donné statistiquement les probabilités que ça arrive. Donc je ne pense pas que ce soit l'attentat en soi, malheureusement, parce qu'il y en a déjà eu, même en Allemagne et même sur les marchés de Noël. Donc c'est pas la première fois. Pour moi, c'est vraiment plutôt l'identité de cette personne. Ou du moins l'identité comme elle est décrite par les médias. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour voir. Mais en ce qui concerne Musk, moi je dirais que Musk doit quand même prendre conscience du fait que il est sur le point de prendre une position politique. Donc jusqu'à présent, en tant qu'entrepreneur et en tant que personne privée, je pense que c'est tout à fait dans son droit et c'est tout à fait légitime qu'il prenne la parole comme n'importe quel citoyen sur tout un tas de questions. Mais il faut savoir qu'il est déjà quelque part dans une position politique parce que il va entrer, c'est confirmé, dans l'équipe de Donald Trump, même s'il ne va pas s'occuper de questions étrangères, il a quand même un poste politique. Donc, je pense que dans ce cadre-là, il est nécessaire pour lui d'un petit peu calmer ses commentaires et de ne pas forcément s'immiscer dans les questions de politique étrangère. Il a été donc nommé en tant que responsable d'un nouveau département au sein du gouvernement américain qui sera responsable pour l'efficacité administrative. On en aurait besoin en France, d'ailleurs. Mais en tout cas, mon point de vue, c'est tout simplement que on ne peut pas, en tant qu'officiel de notre pays, faire des déclarations euh, comme si on était un simple citoyen. D'ailleurs, vous voyez, les officiels russes, les fonctionnaires russes, les politiques russes ne font pas en permanence des commentaires concernant les élections dans d'autres pays. Voilà, je pense que c'est peut-être pas, c'est pas illégal de le faire, mais c'est de bon ton de ne pas faire des commentaires, parce que nous savons très bien, Elon Musk est une personne qui est extrêmement influente. Quand il dit quelque chose, euh, il peut faire bouger les sondages. On sait très bien, hein, ses tweets, ses posts, ses commentaires font des millions de vues. Il est très respecté également en Allemagne. Donc, voilà, je dirais tout simplement, faut peut-être un petit peu faire attention. D'ailleurs, les politiques européens ne s'immiscient pas ou ne font pas des commentaires ou essayent, je pense, de ne pas faire trop de commentaires concernant l'élection américaine. Voilà. Beh, là, c'est intéressant, hein, cette analyse que vous avez parce qu'on est quand même c'est vrai que sur plusieurs débats, il y a le débat, de l'ingérence et aussi donc de la liberté d'expression, de base. Heu
quand même, face à la situation de l'Occident avec une propagande assez quand même importante des médias dits mainstream, on a aussi pu voir malheureusement en fait un travail de concert de la part des grands médias pendant les élections américaines. On a nos journaux, mais aussi des hommes politiques qui ne se sont pas embêtés, qui ne se sont pas retenus de pouvoir critiquer Donald Trump pendant les élections. Clairement, surtout en fait notre caste politique républicaine, c'était plus Oui, compliqué oui. d'avoir un soutien pour Donald Trump, parce que sinon on se faisait catégoriser comme en fait on va dire un pro-misogyne, pro-même fasciste, parce qu'il faut se souvenir quand même que Donald Trump, même si là il a serré la main de tous les politiques français lorsqu'il est venu à la réouverture de Notre-Dame, eh bien c'était dans un contexte où ils ont toléré, parce qu'il n'y a pas eu de commentaires contraires de leur part, où il était désigné par les grands médias de manière générale comme Hitler. On a fait une comparaison de Donald Trump à Hitler. Donc avec ce climat-là, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt soutenir des initiatives de liberté d'expression comme celle d'Elon Musk, étant donné que nous subissons constamment une ingérence de manière globale, que ce soit de nos hommes politiques, mais aussi des organes de communication. C'est parce que Musk a racheté X qu'on a aujourd'hui accès à certaines informations qui peuvent surtout circuler, qui peuvent être diffusées massivement. Est-ce qu'il ne faudrait pas en fait plutôt soutenir cette initiative-là? Je trouve que c'est un positionnement intéressant que vous avez. Oui, mais je pense que vous avez raison. Il y a eu quand même beaucoup de commentaires de politiques et des médias euh, extrêmement biaisés en ce qui concerne la politique américaine. Mais je pense que c'était quand même des commentaires qui étaient plutôt adressés aux Européens. Je pense que c'est pas très souvent des commentaires adressés au public américain. D'ailleurs, il n'y a pas de grandes plateformes européennes qui auraient pu faire disons, des commentaires vers l'électorat américain. C'est surtout pour que, disons, les populations européennes sachent que vous devez prendre telle et telle position en ce qui concerne les élections américaines. Là, c'est un peu différent pour moi parce que c'est quand même un officiel ou un fonctionnaire qui sera bientôt fonctionnaire, qui s'exprime avec une position claire en faveur d'un parti. Euh, Pourquoi pas alors, je comprends que le parti AfD est évidemment constamment vilipendé dans les médias allemands. Donc, effectivement, ce serait intéressant pour lui d'avoir un coup de pouce, pour ce parti d'avoir un coup de pouce de Elon Musk. Mais je parle plus d'un point de vue de principe général. Euh, voilà, tout simplement, c'est un principe général. Mmh. Je comprends tout à fait. Je pense qu'il y a aussi un débat qui commence qui va s'imposer avec le temps. Une question importante, ça va être avec le grand mouvement de l'histoire, le changement que l'on a aux États-Unis et aussi au sein de l'Europe de l'Est. Mais on espère que des changements aussi, en tout cas de grands questionnements, pourront arriver en Europe de l'Ouest. C'est, faut-il encore faire preuve de courtoisie? Lorsque nous sommes en état de crise profonde, ne faut-il pas être plus pragmatique et plus agressif pour essayer de prendre le pouvoir? C'est quand même aussi une question que l'on peut se poser, que l'on pourra se poser, surtout quand on aura, à mon avis, une marge de manœuvre. Ce qui n'est pas encore le cas en France, parce que notre seule marge de manœuvre, c'est de pouvoir observer l'équipe de choc qui va être formée par François Bayrou. Donc rien que cette phrase pleine de tristesse nous indique la situation dans laquelle est la France. Philandrine, un événement important a eu lieu à Kazan, au niveau de Tartassan. Je le rappelle que Kazan, c'était là aussi où il y a eu l'organisation du tout dernier sommet des BRICS. On a eu une attaque de drone faite par l'Ukraine, je vous rappelle, donc à 1000 km de la ligne de front quand même, qui ont frappé des bâtiments résidentiels, donc des drones ukrainiens. Il n'y a pas eu de victimes d'après les rapports. Cependant, évidemment, nos médias de grand chemin ont titré uniquement ou principalement la réponse de Vladimir Poutine qui menace et promet encore plus de destruction en Ukraine. Une attaque quand même plutôt surprenante de la part de l'Ukraine qui décide de frapper donc quand même Kazan, qui n'est pas quand même une ville au bord du front, et surtout en fait une ville très symbolique importante, comme je l'ai dit, par rapport aux événements récents, notamment avec les BRICS. Quelle est votre analyse sur cette situation-là et ce qui s'est passé à Kazan? Je pense effectivement qu'il y a une relation avec l'organisation de cet événement BRICS à Kazan. Il faut savoir qu'une opération comme ça, elle doit prendre quand même un certain temps pour être organisée. Donc elle ne peut pas être organisée juste en quelques jours, par exemple, potentiellement en réponse
à cette attaque russe sur les quartiers généraux des renseignements intérieurs ukrainiens, hein, le SBU à Kiev. Beaucoup de gens essaient de faire un lien. Je pense que c'est une opération qui a été organisée depuis longue date, peut-être cet été, ou on ne sait pas, mais depuis plusieurs mois. Et ce qui est intéressant et même choquant, c'est que il s'agit de cibles civiles, a priori, et il s'agit aussi d'une ville où les défenses aériennes ne sont pas forcément aussi développées du côté russe que dans d'autres villes qui sont plus proches de la frontière ukrainienne. Donc, on voit typiquement chez les Ukrainiens maintenant une volonté tout simplement de frapper pratiquement aveuglément, parce que on veut frapper, on veut s'assurer que les drones, les missiles arrivent à leur destination, parce que les Russes les descendent maintenant avec une fréquence alarmante pour l'Occident ou pour les Ukrainiens. Pratiquement tous les ATACMS, tous les Storm Shadow sont pratiquement à 90-95% descendus, donc ne touchent pas leur cible. Donc maintenant, les Ukrainiens, face à cela, et face à leur désespération au niveau du champ de bataille, parce que c'est là où ça se joue, décident de frapper des cibles douces, donc des cibles civiles qui ne sont pas très protégées. Et ceci est évidemment totalement inacceptable. Donc il faudrait que les médias occidentaux, les médias français, dénoncent totalement et complètement ce genre d'activité. On peut même se dire qu'on peut être pour l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie, mais dénoncer fermement ce genre d'attaque qui n'a absolument rien à voir avec cette guerre. Donc il y a des morts à Kazan, il y a des blessés. Jusqu'à présent, à ce que je sache, les Russes n'ont pas donné d'indications ou de chiffres. Mais il faut également voir que dans les jours précédents, il y a eu aussi cette attaque aux côtés de Rostov, et également une attaque à Rilsk, qui se trouve dans la région de Koursk également. Et dans les trois cas, il s'agit de cibles civiles ou d'infrastructures civiles. Et à Rilsk, donc dans le nord, au nord de l'Ukraine, il y a eu également, je pense, 5 morts et aussi des blessés. Donc évidemment, les Russes sont face à un dilemme, parce que ils se doivent de montrer de la patience stratégique, parce que Trump va arriver dans un mois, un peu moins d'un mois, mais en même temps, il ne veut pas se permettre de ne pas répondre. Et donc, c'est effectivement Poutine et également des gens de la Douma se sont exprimés assez durement, et on peut le comprendre, face à ces attentats. Cette attaque, Finandrine, selon vous, est-ce qu'elle peut avoir quel serait l'impact de cette attaque qui quand même, comme vous l'avez très bien rappelé, c'est une attaque qui sort de l'ordinaire et des règles, on va dire, conventionnelles, parce que là, c'est une frappe clairement sur des civils, loin de la ligne de front. Ça ne veut pas dire que l'on tolère les morts civiles sur les théâtres d'opérations militaires, bien évidemment, malheureusement. Je ne ferai pas la rhétorique que l'on peut voir sur d'autres débats comme le conflit israélo-palestinien en disant il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. C'est tout simplement que malheureusement, eh bien, les tas d'opérations qui se développent amènent des pertes civiles. Et on peut observer, ça c'est une observation objective qu'il faut faire, que les frappes russes, les frappes stratégiques russes frappent plus souvent des sites stratégiques et militaires plutôt que des zones civiles. Donc là, avec cette attaque de drone sur Kazan, est-ce qu'il peut y avoir un impact sur les futures négociations à venir? Quand je dis futures négociations, c'est qu'on a vu un Vladimir Poutine, on a entendu un Vladimir Poutine qui semblait beaucoup plus ouvert à la question des négociations, toujours évidemment en restant sur ses propres termes et ses propres principes de négociation, mais avec la personne, face à la personne de Donald Trump. Est-ce que ça peut avoir un impact, selon vous? Je pense que l'impact pourrait être assez limité, mais c'est pas pour autant de dire que les négociations vont être faciles ou les pourparlers vont être faciles. Il y a eu des membres de la Douma à Moscou qui ont dit que l'Occident est maintenant, ou le monde russe est sous menace et que l'Occident est en guerre contre le monde russe. Et en fait, Poutine, dans son allocation hier, je pense, hier matin, a dit oui, je confirme. Donc c'est quand même très, très sérieux, parce que c'est la plus grande puissance nucléaire au monde
qui fait ce genre de déclaration. Donc il faut quand même comprendre le sérieux. Je pense que parfois en Occident, on ne comprend pas le sérieux de ces mots. Quand les Russes disent des choses, ce n'est pas juste des mots pour faire joli. Ça a un sens. Chaque mot qui est prononcé par les hauts fonctionnaires ou les politiques russes ont un sens, et surtout les mots de Vladimir Poutine. Donc ça veut dire que effectivement, on peut s'attendre dans les jours qui viennent à une réaction militaire russe, probablement en Ukraine. Mais à un moment donné, la question va se poser en Russie de savoir est-ce que pour stopper ces attaques, surtout sur des cibles civiles, des cibles douces, est-ce qu'il va falloir peut-être maintenant frapper une base militaire de l'OTAN, par exemple en Pologne ou en Roumanie? Je pense que la question se pose. Je pense que les Russes vont faire tout pour éviter de faire ça, mais je pense que la question se pose, étant donné que non seulement ils ont envoyé cette missile Oreshnik, ils ont fait une démonstration de cette missile pour la première fois, pour vraiment passer un message aux Occidentaux, n'allez pas dans cette direction. En plus, il y a eu aussi un appel entre le général Gerasimov, le chef d'état-major russe, avec son homologue à Washington, donc le général Brown. Et on peut supposer que cette conversation, il y a 2 semaines à peu près, que cette conversation contenait également un espèce d'avertissement de Gerasimov, dites à vos gars et aux Ukrainiens d'arrêter de frapper la Russie en profondeur. Mais tout ceci n'a pas fonctionné. Donc les attaques continuent. Donc c'est vrai que la pression politique sur le Kremlin à l'intérieur de la Russie va augmenter. Et à un moment donné, effectivement, comme j'ai dit, la question va se poser, est-ce qu'il ne faut pas maintenant frapper une base militaire hors de l'Ukraine afin de marquer le point, de dire, attention, on vous a déjà averti, maintenant c'est le prochain avertissement. Combien de morts civiles encore en Russie, de personnes qui n'ont absolument rien à voir avec cette guerre, vont être nécessaires? Donc moi, je ne suis pas du tout, disons, quelqu'un qui appuie ce genre de choses, parce que je pense que ça peut vraiment mener à une escalade, et ça va mettre aussi l'Occident dans une situation très difficile, où elle va se sentir pratiquement obligée de répondre, afin de, disons, de faire respecter cet article 5 de la charte de l'OTAN. Mais je dis juste que la question va se poser chez les Russes. Donc déjà ça, c'est dangereux. Alors, en ce qui concerne votre autre question concernant les négociations, je pense que là, les Russes, justement, font tout pour faciliter la tâche à l'administration Trump arrivant, à lui faciliter la tâche d'initier des négociations. Néanmoins, je vois quand même quelques difficultés, parce que la première difficulté, c'est le fait qu'il me semble quand même que l'administration Trump a du mal à lire réellement la situation en Ukraine, ne comprend pas complètement la situation en Ukraine. Il a l'air, et également avec son conseiller, donc Keith Kellogg, qui sera le médiateur, ils ont l'air d'un petit peu mal juger la situation. Ils ont l'air de dire que l'économie russe est beaucoup plus dans l'embarras et beaucoup plus en difficulté qu'elle ne l'est en réalité. Je pense qu'ils ont tendance à dire que les Russes ont des pertes qui sont beaucoup plus grandes qu'elles ne sont en réalité. Donc je ne sais pas d'où exactement ils reçoivent leurs informations, peut-être justement des renseignements américains, et on sait que ces renseignements n'ont pas toujours été très fiables en ce qui concerne les informations qu'ils fournissent à l'exécutif américain, donc à la Maison-Blanche. Donc là, il y a le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'administration Trump ne sera pas forcément soutenue par l'État profond. On sait très bien, pendant la première administration Trump, à quel point l'administration, ou disons l'État profond américain, a tout fait pour ne pas, disons, obéir aux différents décrets provenant de la Maison-Blanche. Et on sait très bien à quel point l'État profond américain, donc le secrétaire d'État, les différentes administrations autour. Il ne faut pas oublier que l'exécutif américain, donc le nombre de fonctionnaires directement
sous gestion de Donald Trump est de plusieurs millions. Donc, évidemment, il ne peut pas contrôler directement ces différents départements. Mais il faut savoir que il peut y avoir une inertie, premièrement, une inertie bureaucratique, voulue ou pas. C'est-à-dire, on prend son temps. Si la directive ou l'annonce de Trump ne correspond pas tout à fait à ce que nous voulons, on prend son temps. On ne fait pas exactement ce que veut le président. N'oubliez pas que Obama voulait fermer Guantanamo, la prison américaine sur les côtes de Cuba, et ça ne s'est jamais fait, malgré le fait que Obama était très ouvert et très public dans sa volonté de fermer Guantanamo. Et ça ne s'est jamais fait parce que justement l'État profond ne voulait pas que cela se fasse. Et la même chose a eu lieu lorsque Trump souhaitait se détacher de l'Afghanistan. Il a dit à plusieurs reprises, il a même demandé à ce que les soldats américains quittent l'Afghanistan. Il disait que les Américains n'ont rien à faire en Afghanistan et pourtant, il ne s'est rien passé. On a tout simplement fait abstraction de la demande de Trump. Et ensuite, il a fallu que les Américains se détachent ou se quittent l'Afghanistan sous Biden. Et là, tout d'un coup, l'État profond était tout à fait d'accord. Parce qu'il fallait préparer la guerre en Ukraine, donc il n'était pas possible d'avoir un autre conflit sévissant en Asie. Donc là, c'était tout à fait possible. En un mois, ils sont partis. Donc vous voyez, je pense que non seulement le niveau d'information de l'administration Trump n'est pas tout à fait correct, et deux, l'État profond américain va mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que je pense que les négociations vont peut-être pas être si fructueuses immédiatement. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.